il faut bien parler. Déborah. Bonjour. Grand merci que vous êtes ici. Prendre des informations. On appelle notre combat contre cette maladie. Oui, moi, comme président du Foarian, j'ai eu un honneur de vous présenter deux géants dans la recherche, le professeur Dominique Bron et le docteur De Wilde. Je vais leur laisser expliquer, vous voulez savoir. Je peux déjà dire, quand j'ai lu les papiers qui sont arrivés chez moi, j'ai vu un article qui disait récidive en non-Hodgkin. J'étais déjà tout content. Ça retouche chez moi. Je répète, trouver pour me guérir. Je vais vous laisser le mot que j'appelle ma patronne de Foarian, professeur Dominique Bron. Merci Norbert. Donc notre président reprendra la parole pour conclure et vous expliquer en quoi notre fonds Ariane, qui est connu de évidemment tous mes patients, mais est important pour le service et comment on compte sur vous. Donc, on entame aujourd'hui la troisième séance de ce cycle. Et donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la leucémie. Donc, le thème d'aujourd'hui, puisque vous êtes là, c'est la leucémie lymphoïde chronique qu'on a partagé en deux exposés. Donc, un exposé où je vais plus vous expliquer ce qu'est la leucémie lymphoïde chronique, un domaine où on a vraiment beaucoup progressé. Et puis, le professeur De Wilde vous expliquera tous les traitements auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui et peut-être demain. Et donc, on aura chacune un exposé d'une vingtaine de minutes. Et puis, on aura 1 heure pour vos questions-réponses. Donc, n'ayez pas peur, on est ici pour vraiment répondre aux questions les plus simples et donc des questions que vous posez peut-être depuis longtemps ou même dans des maladies assimilées ou apparentées. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Donc, moi, j'ai partagé mon exposé en 4 parties. La première partie, c'est quoi un cancer? Puisque vous savez que la leucémie lymphoïde chronique, c'est ce qu'on appelle vulgairement un cancer du sang. C'est quoi une leucémie chronique? Dans la deuxième partie, comment on a tellement progressé dans cette maladie parce qu'on a enfin compris pourquoi la cellule est malade. Et puis, j'introduirai l'exposé de ma collègue, le professeur De Wilde, qui vous parlera de tous les nouveaux médicaments qui ne sont plus du tout de la chimiothérapie dans cette maladie, qui sont ce qu'on appelle des médicaments ciblés ou des médicaments intelligents. Alors, c'est quoi un cancer? C'est déjà une question qui n'est pas facile. Et j'ai pris l'exemple du lymphome, puisque le lymphome est le cancer du ganglion, qui est un cousin de la leucémie lymphoïde chronique. Et donc, en général, les patients se présentent avec un gonflement quand on a une tumeur. Et si vous regardez à quoi correspond ce gonflement, souvent, ce sont un amas de ganglions qui sont anormalement gros. Quand on fait l'examen par biopsie, on regarde au microscope, on voit des cellules. Et il ne faut pas être un grand pathologiste pour voir que cette cellule est tout à fait anormale. D'ailleurs, les pathologistes l'appellent la cellule en œuf sur le plat, tellement ça ressemble à un œuf sur le plat.
Et donc, c'est une cellule qu'on retrouve et qui donne directement une caractéristique d'un type de lymphome. Mais aujourd'hui, on va plus loin. On regarde dans cette cellule les chromosomes. Je crois que vous savez tous ce que c'est qu'un chromosome. On a 23 paires de chromosomes plus le XY, parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que le cancer, c'est une maladie qui démarre au niveau de nos gènes. Et donc, on va très, très loin aujourd'hui, puisque nos chromosomes, on les analyse sur le plan de l'ADN, puisque le chromosome, ce n'est qu'une pelote de laine qui est bourrée d'ADN. Donc, on analyse l'ADN et qu'est-ce qu'on trouve au niveau de cette chaîne d'ADN? On trouve une mutation anormale. Il y a des maladies où une mutation donne le cancer. Il y a des maladies où il faut 10 mutations, mais il y a toujours une mutation au niveau de notre ADN qui fait que la cellule devient cancéreuse. Ça, c'est la première partie que vous devez savoir, c'est que le cancer, c'est une maladie génétique qui touche les gènes acquises. Donc, pas une maladie, sauf dans quelques cas exceptionnels, ce n'est pas une maladie héréditaire ou transmissible. Et donc, je reprends ici la mutation. Donc, vous avez les cellules normales. Il y en a une qui a une mutation au niveau de son ADN et qui devient anormale. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette cellule? Elle va donner une tumeur. Et donc, en général, la tumeur, elle provient d'une mutation dans un gène de prolifération. Donc, la plupart des cancers du poumon, du sein, des lymphomes agressifs, vous avez une mutation qui fait que la cellule prolifère alors qu'on ne lui a rien demandé, ça va donner une tumeur. Dans la maladie qui vous concerne aujourd'hui, la leucémie lymphoïde chronique, la mutation, elle est dans un gène du vieillissement et de la mort naturelle de la cellule qui fait que la cellule ne vieillit plus et ne meurt plus. Donc, c'est en fait une cellule qui s'accumule, c'est une cellule qui prolifère très très peu, mais le résultat est le même, puisque chaque fois que vous faites un lymphocyte anormal, il s'installe et donc il va donner une tumeur. Et ça, c'est déjà une des raisons pour laquelle la leucémie lymphoïde chronique est une maladie très différente des cancers qu'on voit habituellement dans le sang ou dans les organes. Mais pour développer un cancer, une mutation ne suffit pas. On a en nous tout un mécanisme de soldats qui sont prêts à détecter des mutations anormales et immédiatement détruire. On est tous exposés à des substances cancérigènes. Vous prenez l'avion, vous mangez un barbecue carbonisé, il y a des substances cancérigènes. Mais on a en nous des soldats qui les éliminent. Et donc, on a ce qu'on appelle un système immunitaire de surveillance. Donc, pour qu'un cancer se développe, il faut qu'il y ait un déficit dans notre système de surveillance. Et c'est un peu pour ça que les cancers se développent, surtout chez les patients âgés. Parce que chez les patients âgés, il y a tellement eu de contact avec différentes bactéries, différentes infections, différents intrus, différents toxiques, que le système est saturé. Il y a beaucoup moins de petits soldats prêts à réagir. Et donc, chez les patients âgés, il y a plus de cancers parce que le système est déficient. Et donc, c'est ce qu'on appelle une déficience du micro-environnement. Donc, autour de la tumeur, au lieu d'avoir des cellules qui sont capables de les reconnaître comme des intrus et les étrangers et les éradiquer, la tumeur va être plus forte et va aveugler nos petits soldats et on ne va plus être capable d'empêcher ces cellules. Et donc, ces cellules se multiplient, mais si elles se multipliaient, elles mourraient de toute façon. Donc, elles sont extrêmement malignes parce qu'elles ont besoin de vitamines, elles ont besoin de sucre, elles ont besoin de protéines. Donc, la tumeur envoie un message à l'environnement en disant « j'ai besoin de nutriments ». Et donc, il va y avoir des vaisseaux qui vont être attirés dans cette tumeur. Et vous avez compris, une fois que les vaisseaux sont dans les tumeurs, c'est la porte ouverte à la circulation des cellules tumorales et vous pouvez avoir des métastases en dehors du système médulaire pour les leucémies, donc dans le foie, dans les poumons, même au niveau du cerveau. Donc, retenez, pour avoir un cancer, il faut 2 événements, une mutation, un déficit de notre système immunitaire, parce que ce raisonnement, déjà, implique la façon dont on traite les cancers aujourd'hui. Donc là, j'espère que vous avez compris en général ce que c'est un cancer. Maintenant, on va attaquer, c'est quoi une leucémie lymphoïde chronique? Je vous ai dit, c'est un cancer qui est très différent et on a mis des années à comprendre en quoi cette leucémie lymphoïde était différente. Donc, pour comprendre la leucémie lymphoïde chronique, comme je sais que vous n'êtes pas tous biologistes, j'ai repris à la base. Donc, vous savez que tous les éléments du sang sont produits par la moelle osseuse. Vous savez que quand vous mangez un os à moelle, c'est de la mauvaise moelle, c'est ce qu'on appelle la moelle jaune. C'est une moelle qui est morte, donc ne mangez pas ça, ça n'a aucun intérêt.
La moelle osseuse qui est fonctionnelle, elle est rouge. Et cette moelle rouge qui est dans l'os donne naissance aux cellules souches. Et donc, dans les grandes lignes, on a deux types de cellules souches. Une cellule souche lymphoïde, vous retrouvez la racine lymphocyte, lymphoïde, lymphome, qui va donner tous les lymphocytes. Et vous avez une cellule souche myéloïde qui, elle, va donner les plaquettes, les globules blancs et d'autres, les globules rouges et d'autres types de globules blancs. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les globules blancs. Et vous voyez que des globules blancs, on a énormément de sous-groupes différents qui sont produits dans cette moelle osseuse. Et donc, c'est quoi la leucémie lymphoïde chronique? C'est une mutation qui se fait dans les lymphocytes B, qui sont un type particulier de lymphocytes. Oui, elle sera en ligne à la fois sur le site de Bordeaux et à la fois sur le site du Fonds Ariane, sur les deux. Oui, bien sûr. C'est le but, c'est de vulgariser. Alors ça, je vais quand même le répéter, c'est la leucémie lymphoïde chronique, c'est une maladie qui touche essentiellement les gens âgés, donc 72% ont plus de 65 ans. Et la moyenne d'âge à laquelle un patient a besoin d'un traitement, c'est entre 75 et 76 ans. Donc, la moitié des gens qu'on traite sont des gens quand même assez âgés. Ça touche plus les hommes que les femmes. Et ça représente un tiers des leucémies. Donc, nous, comme hématologues, si on voit 9 leucémies, il y en a 3 qui seront des leucémies lymphoïdes chroniques. C'est la leucémie la plus fréquente. Il y a plein de petites leucémies différentes, mais la leucémie, c'est vraiment la leucémie la plus fréquente et ça représente un petit peu moins de 1000 cas par an en Belgique. Alors, c'est une maladie aussi très, très caractéristique par rapport à d'autres cancers. C'est que, et il y a dans la salle des patients que je connais qui sont suivis sans traitement depuis longtemps, c'est qu'un tiers des patients vont vivre avec leur leucémie et mourir d'autre chose. C'est une maladie qui peut dormir pendant 20 ans. Un tiers des patients vont être suivis, on va regarder la cinétique, et puis à un moment donné, ils vont avoir un peu d'anémie, ou ils vont être un peu trop sensibles aux infections, et on va devoir traiter. Et un tiers des patients arrivent avec une maladie qui est plus agressive, qui a des mutations particulières, ça le docteur Debilde vous en parlera, et pour lequel on ne peut pas attendre, et on commence un traitement tout de suite. Donc, comment ça se manifeste? C'est une maladie du sang, avec des globules blancs qui s'accumulent dans le sang, qui étouffent les globules rouges. Donc, on peut être fatigué, qui étouffe les bons globules blancs. Donc, on peut faire des infections en répétition et qui étouffent nos plaquettes. Et donc, on peut faire des hémorragies. Ça, ce sont les signes qui attirent l'attention. Les lymphocytes, ça circule dans le système lymphatique, qui est un système qui est parallèle au circuit sanguin, qui va de ganglion en ganglion en passant par la rate. La rate dans l'organisme est considérée comme un gros ganglion. Et donc, cette maladie, mais c'est souvent dans un deuxième temps, peut donner des ganglions et peut donner une rate augmentée, ce qu'on appelle une splénomégalie. Ça, ce sont en général les symptômes qui attirent l'attention. Et quels sont nos outils diagnostiques, comme le... Oui, oui, bien sûr. Oui. Un ganglion, ce sont les organes qui sont les relais dans notre système lymphatique où on stocke toute notre immunité. Mais je viens de répéter dans la discussion parce que ça, c'est une question déjà plus spécifique. Et donc, c'est là que sont stockés les lymphocytes naïfs, les lymphocytes mémoire quand on vous vaccine. Et il y a des lymphocytes B, des lymphocytes T. Et ça, je peux y revenir si vous voulez, mais c'est déjà une question plus pointue. Mais donc, c'est là où sont stockés dans notre immunité. Alors, dans les outils diagnostiques, comme c'est une maladie du sang, ça vous le savez, on surveille le sang. Et comme c'est une maladie du système lymphatique, on surveille les ganglions. Donc, au départ, on ne fait que des échographies, on regarde si la rate ou les ganglions sont gonflés. Si la maladie devient plus importante, on fait des PET scans parce que ça nous permet d'avoir une vision du corps entier. Alors, il y a des leucémies qui se présentent parfois par des symptômes plus atypiques, mais qui sont toujours en rapport avec la maladie. La fatigue, qui est souvent liée à l'anémie. Les infections répétées, parce que ces mauvais lymphocytes étouffent les bons. La perte de poids, ça c'est souvent lié au fait que la rate étant trop grosse, elle pousse sur l'estomac, et donc on a l'impression d'être rassasié, donc on mange beaucoup moins et on maigrit. Et les transpirations nocturnes, ça c'est un phénomène complètement inexpliqué en médecine. On ne sait toujours pas pourquoi les patients qui ont des maladies hématologiques transpirent la nuit. C'est un sujet de recherche qu'il faudrait lancer, mais
Personne n'a encore trouvé pourquoi. Alors, quand est-ce qu'on décide de traiter? Je vous ai dit qu'il n'y en a déjà qu'un tiers qui va être traité immédiatement et un autre tiers qui va être traité. Donc, essentiellement, les patients qu'on traite, c'est les patients fatigués parce qu'ils développent de l'anémie ou parce qu'ils développent des ganglions qui deviennent invalidants ou qui entraînent une perte de poids ou qui entraînent une trop grosse rate. Ça, ce sont les critères principaux quand on commence un traitement. Alors, il y a des patients qui deviennent trop sensibles aux infections. Ça, c'est un critère de traitement pour nous. Si vous êtes, parce qu'une infection, ça peut vous menacer, donc on ne laisse pas la maladie s'installer. Si vous faites plusieurs infections, c'est quoi faire plusieurs infections? C'est faire 2 infections sur 2 mois, par exemple. Vous faites une pneumonie, le mois suivant, vous avez une gastroentérite, ou vous faites une cystite, et le mois suivant, vous avez une angine. Ça, c'est trop. Faire 2 infections qui ont besoin d'antibiotiques sur 2 mois, c'est de trop. Et alors, il y a aussi des saignements qui sont liés à une diminution des plaquettes et ces fameuses transpirations nocturnes, parce que si certains d'entre vous les ont eues, c'est très invalidant. C'est vraiment des transpirations où la nuit, vous devez changer de pyjama, vous changez votre thé d'oreiller, donc ça gâche la vie. À partir du moment où cette maladie interfère avec votre qualité de vie, on commence un traitement. Alors, il y a plusieurs types de saignements, mais ce qui attire le plus vite l'attention, c'est quand on saigne du nez, ou que ça ne s'arrête pas après 3 secondes quand on a poussé ou mis une ouate compressive. Et ça peut être aussi quand on se lave les dents. Quand on se lave les dents, si on a des saignements, et ça peut être aussi des hématomes spontanés. Vous voyez que vous avez un hématome sur le bras, vous n'êtes pas cogné. Ça doit attirer votre attention. Ouais. Alors ça, c'est le point le plus important, je pense, pour lequel vous êtes ici. C'est pourquoi est-ce que cette cellule cancéreuse a un comportement aussi indolent. Et donc, je reviens sur le schéma que vous avez vu, donc la moelle osseuse rouge, qui donne tous les éléments du sang, tous les globules blancs qu'on a, donc les lymphocytes, les monocytes, les granulocytes, que vous voyez dans les détails de vos prises de sang. On n'a pas le temps d'en parler maintenant. Et donc, la leucémie lymphoïde chronique est la maladie des lymphocytes B. Alors déjà, la différence entre leucémie chronique et leucémie aiguë, ce n'est pas toujours un concept qui est clair. Donc j'ai repris ici les cellules souches. Et donc la leucémie aiguë, qui est une maladie foudroyante. J'ai connu des patients qui étaient donneurs de sang, qui donnaient leur sang tous les 3 mois. Et en 3 mois, ils avaient développé une leucémie aiguë. Ça n'existe pas avec la leucémie lymphoïde chronique. C'est des maladies foudroyantes qui sont liées à une mutation dans la cellule souche, donc la cellule qui donne tous les éléments du sang. Et quand vous avez une mutation dans cette cellule souche, tous les éléments disparaissent dans le sang. Quand vous devenez anémique, il n'y a plus de plaquettes, il n'y a plus de globules rouges, c'est une urgence, vous êtes hospitalisé et vous êtes en chambre stérile. À l'opposé, ça c'est ce qu'on appelle la leucémie aiguë. À l'opposé, vous avez des leucémies chroniques. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de la leucémie lymphoïde chronique, mais il y a d'autres leucémies chroniques, la leucémie myéloïde chronique, la leucémie monocytaire chronique, il y a différentes, donc ne confondez pas. Aujourd'hui, on est là pour parler de la leucémie lymphoïde chronique. Alors, pour ceux qui sont attachés à la sémantique, les lymphocytes T, on les appelle T parce qu'ils subissent leur maturation dans le thymus, qui est un organe qui disparaît à l'âge adulte, c'est l'équivalent des riz de veau chez les animaux. Et les lymphocytes B s'appellent B parce qu'en fait, les ganglions ont été décrits originellement chez les oiseaux. Chez les oiseaux, les ganglions s'appelaient bourse de Fabricius. Donc, le B vient de bourse de Fabricius. Donc, c'est vrai que c'est pourquoi ça s'appelle T et B, souvent les jambes de bande. C'est pour ça, si vous voulez ça. Et donc, quand il y a une mutation au niveau de ce lymphocyte B, qui est typiquement un lymphocyte qui est dans les ganglions, ça s'appelle la leucémie lymphoïde chronique. Alors, moi, je suis ici depuis plus de 40 ans. J'ai la chance d'avoir avec moi ou derrière moi un laboratoire qui s'est intéressé à cette pathologie. Donc, je remercie Basile et Laurent, je ne sais pas si elle est là, Laurent. Elle va arriver, qui ont toujours travaillé avec moi. Et on a eu beaucoup de crédits, donc du fonds Ariane au début qui soutenait la recherche fondamentale, et également du Télévide, des Amis de Bordet et de la Fondation Boyd. On a toujours eu beaucoup de graines qui nous ont permis et on a contribué énormément à cette maladie. Donc, en quoi cette cellule, qui est un lymphocyte B, comme je vous l'ai dit, est originale et elle exprime des marqueurs qu'on ne trouve pas normalement sur cette cellule. Donc le CD5, peut-être que vous voyez dans vos rapports que vous avez une leucémie lymphoïde chronique CD5+. Donc ça, c'est un marqueur que normalement on voit sur les lymphocytes T.
donc ceux qui sont dans le thymus. Donc ça, c'est tout à fait pathologique. Le CD23, là, on a été les premiers, ça ne se sait pas, mais on a été les premiers à découvrir ça tout à fait par hasard. Je travaillais avec une amie immunologue au Canada qui s'intéressait à l'allergie, et le CD23, c'est un récepteur pour une IgE pour l'allergie. Et elle m'avait demandé des échantillons de maladies hématologiques malignes. Et donc, on a trouvé comme ça par hasard que le CD23, il y avait un récepteur. Et c'est devenu un marqueur avec les années de la leucémie lymphoïde chronique. Donc, on sait rien que par l'analyse des antigènes de surface, on sait déjà dire c'est cette maladie-là. Et ça va très vite, vous faites une prise de sang, on fait ce qu'on appelle un typage lymphocytaire. Et le lendemain, on a le résultat, ces lymphocytes sont compatibles avec une leucémie lymphoïde chronique. Lorsque Laurence Lagneau a démontré aussi au laboratoire ici, très très vite, ces cellules qui sont en fait immortelles, elles vivent pendant 20 ans dans votre organisme en s'accumulant. Si vous les sortez du corps et vous les mettez dans une boîte de culture, après 6 heures, elles commencent à mourir. Donc il se passe quelque chose à l'intérieur du corps qui fait que ces cellules sont immortelles. Et donc Laurence, elle a très bien montré ça. Elle a mis les cellules dans une petite boîte de pétri. Et vous voyez, à 2 heures, à 4 heures, à 6 heures, elles commencent à s'invaginer, à se noircir et à devenir nécrotiques et à mourir. Donc elle a travaillé sur un modèle tout à fait original et elle s'est rendue compte qu'en fait, les signaux que la leucémie lymphoïde chronique reçoit pour être immortelle viennent du micro-environnement. Et donc, dans la moelle osseuse, elles se mettent dans des niches qui sont les cellules mésenchymateuses, les cellules folliculaires, des cellules T, des cellules monocytaires. Et dans le sang, elles ont ce qu'on appelle des cellules nurse, des cellules infirmières qui les accrochent, qui viennent du micro-environnement et qui entretiennent leur immortalité. Et donc, elle a été plus loin, elle a cherché, mais qu'est-ce qui fait? Est-ce que ce sont des facteurs solubles que le micro-environnement envoie ou est-ce que c'est le contact et des récepteurs? Et donc, elle a montré que c'est vraiment le contact, et vous allez voir que c'est important pour le traitement. Si on décroche la cellule de sa niche et qu'il n'y a pas dans le sang une cellule pour lui renvoyer un signal en disant tu ne peux pas mourir, cette cellule va mourir. Et dans les nouveaux traitements, on a vraiment pu cibler ça. Et puis on a été plus loin, on a regardé, puisque ces cellules communiquent avec le micro-environnement, avec les autres cellules du sang, et donc on a Basile qui est ici présent, et on entre vraiment dans un domaine de plus en plus compliqué qui est le langage des cellules. Et donc il s'est rendu compte que toutes les cellules du micro-environnement, les monocytes, les macrophages, les cellules mésenchymateuses, les lymphocytes, tout envoie des petites particules, mais qui ne sont pas des messages avec des produits chimiques, qui sont vraiment des petites vésicules dans lesquelles il y a même de l'ADN. Qui vont donner des signaux d'immortalité. Donc, c'est un domaine qui est en pleine expansion et il fait partie des experts de ce domaine. Et merci d'être là, Basile. Donc, c'est vraiment une maladie où, ici à Bordeaux, on a acquis une expertise très, très importante. Et vous voyez qu'on a compris pourquoi la cellule est malade. Ça, c'est une dia un peu compliquée, mais c'est pour vous montrer que ça, c'est le noyau, la cellule malade, et ça, c'est son noyau. Et donc, on a des mutations, et ces mutations, on les connaît maintenant. Il y a une mutation qui touche un BTK, qui est une bruton tyrosine kinase. On a des mutations qui touchent le BCL2, qui est un gène impliqué dans la mort cellulaire. Vous comprenez pourquoi, avec quoi je viens, parce que la cellule ne veut plus mourir. Vous avez PI3K qui est impliqué dans la prolifération. Et donc, aujourd'hui, on n'a plus de chimiothérapie. Aujourd'hui, et ça, Virginie va vous développer, on a des médicaments comme l'ibrutinib, que vous connaissez sous le nom d'Imbruvica, la calabrutinib, qui est le Calquence, le zanubrutinib, qui est le Brukinsa. Donc, ils ont tous des activités extrêmement vraiment importantes dans l'inhibition de cette molécule qui empêche la cellule de mourir. Le Zidélix, celui-là, malheureusement, on en fait marche arrière, je ne sais pas si tu en parleras. Il est toujours disponible, mais il donne tellement de diarrhée qu'on le laisse vraiment pour les gens qui n'ont rien d'autre. On a l'immunothérapie, donc ça, ce sont des médicaments intelligents qui ciblent des mutations. On a l'immunothérapie va plutôt cibler nos récepteurs en surface. Et alors le Venclexto, le dernier qui est arrivé, qui va cibler le mécanisme par lequel la cellule veut plus mourir. Et donc Virginie va prendre la parole, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est très, très concernés. Ces médicaments, c'est quand même pas de l'eau bénite. Chaque médicament a sa toxicité, donc pour chacun d'entre vous, quand on prend une décision, on pèse le risque du médicament et le bénéfice que vous allez en tirer. Et c'est ça le rôle difficile de Virginie maintenant, c'est de parler du traitement. Et je le remercie
Et donc les questions, on va peut-être les garder pour après, les deux exposés. Sauf s'il y a vraiment une question urgente. Oui, oui. Une mutation, c'est une transformation sur un gène. Et un gène, c'est un morceau de nos chromosomes qui sont impliqués dans la synthèse des protéines. Donc, alors, il y a des mutations qui touchent des gènes qui n'ont aucune implication, mais il y a des mutations qui touchent des gènes de prolifération. Ceux-là sont extrêmement dangereux parce que la cellule se met à mutation, comme vous avez vu, qui touche les gènes de mort naturelle. Donc là, la cellule ne veut plus mourir. C'est un peu typique des cancers, c'est des cellules un peu immortelles. Et alors, mais c'est vrai qu'il y a toutes sortes de mutations. Il y en a qui sont fatales pour la cellule, donc la cellule ne survit même pas. Il y a des mutations qu'il ne faut même pas éliminer parce qu'elle est tellement grave que la cellule ne va pas survivre. Donc mais c'est toujours au niveau des gènes. Et vous savez, depuis les années 2000, les Américains ont payé pour décoder le génome humain. Donc on connaît maintenant les 50 000 gènes. Il y en a qui servent à quelque chose, il y en a qui servent à rien. On connaît très très bien le génome humain aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on progresse tellement dans la génétique. Vous voyez, c'est un domaine passionnant. Bonjour à tous et merci Dominique pour cet exposé très clair comme d'habitude. Merci en particulier aux associations de patients qui sont là, j'en vois quelques-uns, aux responsables du fonds Ariane qui font un boulot formidable. Hein. Souvent les fonds comme ça, c'est des patients eux-mêmes ou des familles de patients très motivés qui nous soutiennent et qui soutiennent la recherche. Donc merci beaucoup. C'est d'ailleurs ce mois-ci, le mois Septembre Rouge. Je ne sais pas si vous connaissiez Septembre Rouge, c'est pas très connu. On connaissait très très bien Octobre Rose. C'est pas moins connu Septembre Rouge, mais donc on fait en sorte que ça devienne connu parce que les maladies du sang sont moins connues que le cancer du sein, le cancer de la prostate qui sont plus fréquents. Donc on a organisé ce mois-ci 3 réunions d'information pour les patients et on continuera évidemment à le faire à l'avenir. Donc c'est aujourd'hui la 3e présentation, mais toutes ces présentations seront disponibles sur le site du Fonds Erasmus, sur le site internet de l'Institut Jules Bordet. Et il y a évidemment des médicaments qu'on utilise parfois dans plusieurs maladies. Donc, il y a peut-être des questions qui pourront être répondues via d'autres présentations. On en parlera. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la maladie. Il y aura peut-être un tout petit peu de redondance avec ce qu'a exposé le professeur Bon, mais j'espère pas trop. Et alors, j'ai essayé de préparer une présentation qui parle des traitements, mais qui vous en parle un tout petit peu différemment de ce que vous entendez en consultation, parce que sinon, vous n'auriez pas de raison d'être là. Mais bien sûr qu'après, on essaiera de répondre précisément à vos questions pendant 1 heure. Donc, on en a parlé. La leucémie lymphoïde chronique, c'est une leucémie de la personne âgée avec un diagnostic en général aux alentours de l'âge de 70 ans. Et la plupart du temps, au moment du diagnostic, le patient n'a pas de symptômes. On découvre cette maladie sur une prise de sang de routine qui est faite chez le médecin traitant ou pour une autre maladie. Et en général, ce qu'on observe chez un patient qui n'a pas de maladie, c'est un taux de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes qui sont normaux. Et au début de la maladie, souvent, ce qu'on observe, c'est uniquement l'augmentation d'un sous-type de globules blancs. Donc, le professeur Bon l'a bien expliqué, c'est seulement les lymphocytes B qui augmentent. Et toutes les autres cellules du sang sont souvent normales au début du diagnostic. Alors, on ne va pas parler en détail du fonctionnement du lymphocyte B, mais un petit peu quand même, puisque pour comprendre comment fonctionnent les médicaments, il faut un tout petit peu comprendre le rôle du lymphocyte B et comment il fonctionne. Donc, on va s'attacher à sa fonction, qui est de sécréter des anticorps, à son récepteur. Donc, il a un récepteur pour reconnaître des antigènes, notamment des microbes, et fabriquer des anticorps en réponse à ces microbes. Et à sa surface, il a aussi des molécules qui permettent vraiment d'identifier le lymphocyte B. Et on va s'attarder principalement sur le CD20 et le CD19 parce que ce sont vraiment des cibles importantes pour des médicaments. Alors, les symptômes de la leucémie lymphoïde chronique, il y en a plusieurs. Le professeur Bron les a déjà évoqués. Et en fait, moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux patients qu'on va faire le tour de tous les symptômes possibles au début de la consultation. Et on va le faire d'ailleurs à chaque consultation. On va vous poser un peu tout le temps les mêmes questions parce qu'on veut vérifier que vous n'avez pas de nouveaux symptômes. Et donc, on va vous demander si vous êtes fatigué, si vous avez eu des infections importantes depuis la dernière fois qu'on s'est vu, que vous avez des sueurs nocturnes, on en a parlé.
Est-ce que vous avez du mal à respirer? C'est ce qu'on appelle la dyspnée en médecine. Est-ce que vous avez de la fièvre? Est-ce que vous sentez particulièrement faible? Est-ce que vous avez un gonflement des ganglions? Il y a une question qui a été posée sur les ganglions. Donc, on a tous des ganglions, c'est tout à fait normal d'avoir des ganglions, c'est la maison de notre système immunitaire. Et c'est tout à fait normal pour chacun d'entre nous d'avoir des ganglions qui gonflent en réponse à une infection. Si on a une angine, par exemple, on a déjà tous eu des gros ganglions. Si on a une ça, c'est tout à fait normal. Ce qui est moins normal dans la leucémie lymphoïde chronique, c'est d'avoir un ganglion qui reste là, et qui reste là pendant des semaines, qui en général ne fait pas mal, qui peut grossir et devenir gênant. En général, le fait d'avoir un ganglion, ça n'est pas une indication de traitement. Donc, il ne faut pas venir en urgence dire « Ouh là là, j'ai un ganglion », je viens direct voir un médecin à l'Institut du Bordet. C'est normal d'avoir des ganglions, et dans la leucémie lymphoïde chronique, c'est fréquent qu'ils restent anormalement longtemps. On va aussi être attentif à la perte de poids. Parmi tous ces symptômes, il y en a 3 pour lesquels on fait vraiment très attention. C'est la perte de poids, la fièvre et les sueurs nocturnes. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être le signe d'une transformation en une maladie un peu plus agressive, qui n'est pas très fréquente, qu'on appelle le syndrome de Richter, qui se présente le risque est d'environ 1% par an, un peu moins, mais peut-être qu'on vous en a, ça c'est déjà arrivé à certains d'entre vous, qu'on dise tiens, là il y a des trucs que vous me racontez que j'aime pas trop, on va vous faire un PET scan pour vérifier que tout va bien. Probablement déjà arrivé à certaines personnes dans la salle, mais c'est très rare. Alors, on l'a dit au début de l'exposé, un tiers des patients ne vont jamais avoir besoin de traitement. Donc, c'est très important. On essaye de savoir qui aura besoin de traitement, comment surveiller chaque patient, de détecter le moment où on doit débuter un traitement. Il y a 2 tiers des patients qui vont avoir besoin d'un traitement, certains qui auront besoin d'un traitement tout de suite, comme l'a dit le professeur Bon, si on a certaines anomalies moléculaires, certaines présentations cliniques. Pour le tiers qui reste, on va surveiller fréquemment et devoir décider à quel moment on débute un traitement. Ce n'est parfois pas facile comme discussion parce que personne n'a vraiment très envie de débuter un traitement, sauf que pas grand-chose et que c'est juste le médecin qui a vu des anomalies sur la prise de sang, on n'a pas très envie en général. Et donc, pour essayer de clarifier cette question, ça fait des années qu'on cherche des marqueurs pronostiques. Le professeur Bon a exposé certains des marqueurs qu'on regarde. Alors, en Europe, en général, depuis des décennies, on utilise une classification qui est la classification de M. Binet pour essayer de classifier les patients et pronostiquer le risque qu'ils aient besoin d'un traitement. Cette classification, elle utilise des paramètres très simples qu'on voit en consultation, à chaque consultation. Une prise de sang où on va regarder le taux de plaquettes et le taux d'hémoglobine, et on va regarder le nombre d'aires ganglionnaires, donc le nombre de ganglions qui sont atteints, et ça va permettre de pronostiquer la maladie. Oups, pardon, excusez-moi, j'ai été trop vite. Ça, c'est une ancienne classification qu'on utilise encore. Hein. On note ça dans notre dossier, la classification. Et si on est score de Binet A, on n'a pas besoin de traitement. Si on est score de Binet C, on a d'office besoin d'un traitement. Et si on est score de Binet B, on va en discuter au cas par cas. Mais on a fait des progrès depuis lors et on a d'autres marqueurs, puisque, comme l'a très bien expliqué Dominique Bron, on connaît maintenant beaucoup mieux la biologie des cellules et la génétique des cellules. Et donc, il y a des choses beaucoup plus précises qu'on peut regarder. On ne va pas toujours le regarder au diagnostic, mais ça va quand même nous donner des indications. 1, pour savoir comment on doit surveiller le patient, et 2, pour choisir son traitement de manière adéquate. Alors, on ne va pas pouvoir parler de tous les petits détails de chaque marqueur, mais je propose qu'on s'attarde quand même sur certains qui sont très importants. Donc, il y a notamment les mutations d'une molécule qu'on appelle TP53. Alors, TP53, c'est une molécule qui a pour fonction de contrôler le cycle cellulaire. On en a dans la plupart de nos cellules, y compris dans les lymphocytes B. Et donc, quand on a des mutations de cette molécule ou qu'elle est absente, en fait, le contrôle du cycle cellulaire ne se fait pas bien et donc les cellules se divisent plus vite de manière incontrôlée. Et en général, ce n'est pas un facteur de bon pronostic. C'est aussi un facteur qui rend les traitements habituels, on veut dire les anciens traitements, beaucoup moins performants. Mais on va voir aujourd'hui qu'on a fait des gros progrès dans ce domaine-là. On va regarder aussi, c'est le récepteur du lymphocyte B dont on a parlé au début. Et ce récepteur-là, il peut être plus ou moins mature. Et en fait, quand on a une cellule bien mature, bien différenciée, en général, c'est de meilleurs pronostics. Par contre, si c'est un récepteur qui n'est pas très bien différencié, ça va éventuellement être un facteur qui est défavorable. On va combiner tout ça et on a des techniques hyper sensibles de nos jours pour regarder ça dans le sang du patient avec des cultures chromosomiques qui sont plus sensibles qu'avant
et avec une détection des anomalies des gènes qui est vraiment hypersensible par NGS dans le sang. Alors évidemment, on aimerait bien pouvoir vous dire c'est quoi votre pronostic à vous en tant que personne individuelle. Quand on est assis à la table de la consultation, on voudrait bien pouvoir vous dire alors vous, ça va se passer comme ça. Mais ça, évidemment, on ne peut pas le faire. Donc ce qu'on peut faire, c'est connaître bien les études qui ont été faites sur des larges populations et qui nous donnent une indication du pronostic. Ça va être un peu compliqué, mais on va essayer de regarder ça ensemble. Au départ d'une étude hollandaise qui a été faite sur 23 000 patients de LLC. Donc, vous imaginez un peu la population que ça représente. Cette étude, elle a été faite tout au long des 30 dernières années, de 30 ans. Ça s'est fini en 2018. Et on va regarder ce que ça a montré en termes de pronostic de vie pour les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique. Et vous allez voir que c'est déjà pas mal dans cette étude, et on verra après dans l'exposé qu'en fait, grâce aux nouveaux traitements, on fait encore mieux que ce qu'on voit dans cette étude qui, je vous rappelle, s'arrête en 2018, et depuis 2018, vous allez voir qu'on a encore plein de nouveaux traitements. Alors, c'est pas facile à lire, donc on va le faire ensemble. Si on a une courbe, je suis désolée, on va parler des hommes et des femmes, mais on va commencer par les femmes, hein, par politesse. Et donc, ici, c'est l'espérance de vie des femmes dans la fin des années 80. On voit que si on est une femme de 70 ans, on a une espérance de vie de 15 ans. Donc, on a de fortes chances d'être encore vivante à 85 ans quand on a 70 ans. Et au cours des 30 dernières années, ça n'a pas beaucoup changé. Ça ne s'est pas amélioré. La courbe bleue, c'est les patients qui ont une leucémie lymphoïde chronique. Et donc, vous voyez qu'elle était un peu en dessous de la courbe des patients qui n'ont pas de leucémie lymphoïde chronique. Et donc, une femme de 70 ans, dans la fin des années 80, avait plutôt une espérance de vie de 10 ans. Donc, de bonnes chances d'être encore vivante à 80 ans. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'au cours de ces années-là, ces 30 années-là, on a fait d'énormes progrès et tout doucement, on est très proche de l'espérance de vie de quelqu'un qui n'a pas de maladie. Et comme je vous dis, c'est une vieille étude, entre guillemets, et aujourd'hui, on est probablement, pour beaucoup de patients, à la même espérance de vie que la population générale. C'est la même chose pour les hommes, mais je suis désolée, messieurs, vous avez une espérance de vie un peu plus basse avec ou sans leucémie, mais les mêmes progrès sont faits et on voit qu'on améliore l'espérance de vie. Alors, ça a l'air d'être un grand écart ici entre les deux, mais là, on parle de 2 ans de différence, donc ce n'est pas beaucoup. Et on va voir ensemble tous les progrès qu'on a fait depuis 2018. Pour les patients de 80 ans, c'est exactement la même histoire, sauf que quand on a 80 ans, eh bien, on a encore plus de chances de vivre jusqu'à 90 ans. Ça paraît bizarre, ce n'est pas très intuitif, mais plus on est vieux, plus on a de chances de vivre vieux. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle déjà. Alors, on a parlé des indications de traitement. Je ne vais pas revenir dessus parce que le professeur Bon l'a très bien fait. Là, elle a détaillé toutes les raisons qui pourraient amener à avoir besoin d'un traitement. Il y a certaines d'entre elles qui sont ressenties par le patient et d'autres pas. C'est souvent la discussion la plus compliquée. Quand le patient se sent très bien et qu'on lui demande de débuter un traitement, souvent il n'a pas très très envie. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que les critères de traitement, ils sont hyper bien standardisés. C'est les mêmes partout dans le monde. Où que vous soyez traité pour une leucémie, ce sera exactement les mêmes critères de traitement. Pourquoi? Parce que ça a été bien démontré, c'est les bons critères de traitement. Ce qui a été aussi très bien démontré et qui vient d'être redémontré même avec les tout nouveaux traitements, c'est que même avec les nouveaux médicaments qui ont beaucoup moins d'effets secondaires qui peuvent être pris par la bouche, ça ne sert à rien de traiter les patients trop tôt. Vraiment attendre qu'ils aient un vrai critère de traitement. Et donc, on ne va pas les reprendre ensemble, ils sont listés là, c'est disponible, mais sachez que c'est des critères qui sont validés dans le monde entier, ils ont été revus en 2018 et c'est exactement le même qu'avant. Alors, l'évolution des traitements, on l'a dit, c'est une maladie où les progrès sont incroyables. Donc, jusque la fin des années 90, on avait seulement de la chimiothérapie. Après sont arrivés des médicaments dont on a parlé qui sont les anticorps monoclonaux. Donc, ce sont des médicaments qui viennent vraiment se fixer sur des molécules à la surface de la cellule. On a parlé du CD20, qui viennent se fixer sur la surface de la cellule et qui ont changé le pronostic d'énormément de maladies hématologiques, dont la LLC. Mais la vraie révolution dans la LLC, ce sont les traitements ciblés. Ça, c'est plutôt dans les années 2000. Et on va parler aujourd'hui beaucoup des traitements ciblés parce que ça, c'est vraiment ce qui a changé la vie des patients. C'est des traitements qui peuvent être combinés avec des anticorps monoclonaux et la plupart d'entre eux peuvent être pris par la bouche uniquement. Donc, on a vraiment changé complètement à la fois la qualité de vie des patients, le pronostic, l'espérance de vie. Ça, c'est vraiment une révolution.
Et malgré qu'on fasse déjà incroyablement bien avec ça, on a en plus dans le pipeline plein d'autres traitements. Alors, je ne vais pas les détailler aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup et ils sont compliqués. Et rien que vous expliquer déjà très bien les traitements ciblés, ça va prendre du temps. Mais si vous avez des questions pour les futurs traitements, on pourra en parler aussi. Alors, on va revenir sur cette cellule. Donc, on est de nouveau sur une dia un peu compliquée, mais comme vous l'avez déjà vu avec Madame Bron, ça va être plus facile. Donc, ça, c'est la cellule malade. Hein, c'est la cellule qu'on voudrait éliminer. Et donc, avant, on a dit, on avait les chimiothérapies. Donc, les chimiothérapies, ça s'attaquait à l'ADN de la cellule et ça l'empêchait de se reproduire. C'est assez simple, mais du coup, ça attaque un peu toutes les cellules qui se divisent, qui se reproduisent. Donc, on peut risquer, dans certaines chimiothérapies, de perdre ses cheveux, d'avoir des immunodéficiences qui sont importantes, d'avoir des effets secondaires à plus long terme, éventuellement même des leucémies secondaires. Donc, ça fonctionnait bien, mais enfin, ce n'était pas super finaux comme traitement. Alors, après, on a parlé des anticorps monoclonaux qui viennent cibler vraiment des molécules bien précises et du coup des sous-classes de cellules bien précises. Seulement les lymphocytes B, par exemple, et pas toutes les cellules du sang. On est déjà sur un traitement qui est beaucoup plus ciblé et beaucoup plus malin. Et puis plus récemment, la vraie révolution des thérapies ciblées, c'est vraiment de venir bloquer les mécanismes moléculaires à l'intérieur de la cellule et en particulier ceux qui sont utilisés après le signal du récepteur B à la surface de la cellule. Et donc, on vient cibler toutes ces petites molécules à l'intérieur de la cellule qui sont nécessaires au signalement intracellulaire, à la survie de la cellule. Et notamment, on cible plusieurs molécules, dont le BTK, ça vous en entendrez beaucoup parler, c'est pour ça que je le cite, et par des médicaments que certains d'entre vous connaissent puisque vous les utilisez probablement. On a parlé aussi d'une autre thérapie ciblée qui bloque les mitochondries. Et donc, c'est quoi la mitochondrie? C'est une petite usine à l'intérieur même de la cellule qui donne de l'énergie à la cellule. C'est absolument nécessaire pour la cellule d'avoir des mitochondries pour avoir de l'énergie. Et donc, si on bloque cette usine, on bloque son développement, on bloque sa survie. Et donc, c'est tout à fait un autre mécanisme, mais les deux peuvent se combiner. Et là, on devient vraiment très powerful si on utilise les deux. Et donc, l'avenir, maintenant, ce sera aussi de combiner ces médicaments entre eux, encore améliorer. Voilà, ça c'est pour la dia compliquée sur les mécanismes. On y reviendra si vous avez des questions. Alors, en Belgique, on a énormément de chance parce qu'on a parlé là de beaucoup de médicaments et la plupart de ces médicaments sont remboursés en Belgique. Ils ont été remboursés très rapidement. Donc, on a vraiment une chance incroyable. Ça n'a pas toujours été le cas. On a parfois dû se battre en hémato pour avoir accès à des médicaments. Mais là, dans la LLC, on a vraiment un panel de médicaments qui sont accessibles, qui sont vraiment tous très utiles. Alors, en gros, il y a deux catégories de médicaments. Il y a les médicaments qu'on va prendre en continu. Donc, ça, c'est l'Imbruvica, le Calquence, le Burkinsa. Et puis, il y a les médicaments qu'on va prendre pour un temps limité. Alors, comme ça, on pourrait dire, moi, je préfère un médicament pour un temps limité d'office. Mais vous allez voir qu'il y a des petites raisons pour lesquelles ce n'est pas toujours vrai. Notamment parce que certains de ces médicaments doivent être pris en combinaison avec des médicaments qui doivent être donnés intraveineux, donc à l'hôpital. Il y a un petit risque de ce qu'on appelle la lyse tumorale, donc de destruction des cellules très rapide. Donc, par exemple, si on a des problèmes rénaux, ce n'est peut-être pas un choix idéal. Donc, il y a des petites subtilités qui font que tous ces médicaments nous sont utiles et que nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de vous proposer le bon traitement pour la bonne personne. Donc, on va essayer de voir un peu ensemble. Ici, je vais essayer de vous montrer comment nous, on réfléchit et ce qu'on essaye de vous exposer en consultation. Donc, le choix du traitement, il va dépendre des caractéristiques de la maladie et vous allez voir, je vais vous montrer deux caractéristiques auxquelles on s'attarde particulièrement, c'est les mutations ou les délétions, les anomalies du TP53 et les mutations du récepteur. Il y a plein d'autres choses, si vous avez des anomalies au PET scanner ou des choses comme ça qui peuvent aussi influencer notre décision ou notre proposition, on va dire, parce que ce n'est vraiment pas une décision qu'on prend tout seul, c'est une décision conjointe avec vous pour les propositions. On va évidemment tenir compte des maladies du patient. Est-ce qu'il a des maladies cardiaques, des maladies rénales, plein d'autres. Je vais donner juste quelques exemples. Et puis, on va choisir avec le patient, avec sa famille, avec ses accompagnants, avec son médecin traitant, parce qu'il y a plein de choses qu'on doit tenir compte. Est-ce que vous habitez près de l'hôpital? Vous avez une assurance maladie? C'est facile de venir recevoir les traitements. Voilà, il y a plein de raisons. Est-ce que vous tenez vraiment à partir en vacances à tel moment avec
toute la famille et c'est prévu depuis 2 ans et qu'en fait, on va devoir faire un choix qui va tenir compte de ça. Donc, on va essayer de prendre tous ces paramètres en compte et c'est comme ça qu'on va choisir un traitement individualisé à discuter. Alors ici, normalement, si tout va bien, et j'espère que ce sera bien, ça s'est passé comme ça pour chacun d'entre vous. Donc, vous avez discuté de vos traitements avec votre médecin et éventuellement l'infirmière de coordination. Moi, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est ce que nous, on fait derrière en concertation oncologique pour faire cette proposition adéquate. On ne va pas pouvoir prendre chaque cas, évidemment, parce que ce n'est pas possible, mais je vais vous montrer le type d'algorithme que nous, on utilise. Donc ça, c'est l'algorithme de décision français. J'ai pris celui-là parce que c'est en français. Sinon, en Belgique, ce serait en anglais. Et donc, vous voyez que nous, notre grand embranchement, c'est est-ce qu'il y a une anomalie de TP53 ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et est-ce que le récepteur est muté ou est-ce qu'il n'est pas muté? Et en fonction de ça, en premier choix, on va parfois avoir un premier choix qui est bien clair ou parfois 2 choix possibles. Là, on va discuter avec vous. Et donc, ça dépendra vraiment de l'embranchement et nous, on va suivre ça. Et puis, une fois qu'on aura pris l'embranchement, on se dit, tiens, voilà, je prends cet embranchement. Le premier choix, ce sera plutôt un traitement en continu. Mais est-ce que c'est possible pour ce patient? Est-ce qu'il n'a pas une anomalie cardiaque qui m'empêche de faire ce choix? Est-ce que, enfin, il y a plein de raisons qui peuvent influencer ce choix. Mais donc ça, c'est le type d'algorithme qu'on utilise. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est celui des anomalies TP53. Pourquoi? Parce qu'on en a discuté, c'est une anomalie de mauvais pronostic. Il n'y a pas longtemps, quand on avait une anomalie TP53, c'était vraiment un vrai problème. Et là, c'est là que c'est la révolution des nouvelles molécules, c'est que même avec une anomalie TP53, je vais vous montrer, on fait vraiment très 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 bien aujourd'hui. Et donc, voilà un exemple. Si on a une anomalie TP53, on va donc vous proposer un traitement en continu. Ça peut paraître pas très... Là, on préférerait prendre un traitement pas en continu, a priori, comme ça, instinctivement. Mais vous allez voir qu'ici, après 4 ans, il y a 77% des patients qui ont une anomalie TP53 qui vont ne pas avoir de progression de la maladie. 4 ans après, tout se passe bien, on prend le médicament, mais on est en maladie tout à fait contrôlée et tout va bien. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Là où il y a quelques années, on avait quand même des problèmes, et surtout sachant que même si ça devait progresser par la suite, on a encore plein d'autres médicaments qui sont possibles derrière. Par contre, dans la même situation, si on vous propose un traitement à durée fixe, donc on en a parlé, un traitement qui dure 4 ans, ben là, par contre, à 4 ans, on n'a plus que 55% de patients qui n'ont pas eu de progression de la maladie. Donc là, nous, on va essayer quand même, si c'est possible, de choisir le traitement en continu et de vous expliquer pourquoi. C'est un exemple, c'est un exemple différent. Et la mutation de TP53, au diagnostic, ça représente seulement 10% des patients. Donc, la plupart des patients n'auront pas de cette mutation au diagnostic. Voilà, ça c'est pour l'exemple, ce qu'on fait pour choisir le traitement. Alors, ce qui est très important en LLC, c'est le traitement de support. Alors pourquoi? On a parlé déjà des infections, c'est un vrai problème dans la LLC. Il y a beaucoup de patients qui vont avoir des infections et donc on va être assez rigoureux sur certains points. Proposer toutes les mesures d'hygiène de base, essayer de ne pas voir les gens malades en période de grippe, etc. Ça vous connaissez. C'est un problème aussi pour les... Et donc on va vous proposer pas mal de vaccinations. Vous êtes attentifs si vous faites des infections, et on en a très bien parlé, venez nous voir parce que là on doit peut-être faire quelque chose. Ce qu'on va faire aussi, c'est travailler en coordination avec une infirmière de coordination. Et vous avez Jessica, là, tout au bout de la salle, peut-être pour certains d'entre vous. Parce que ce qu'on sait, c'est que prendre des traitements pendant longtemps, c'est pas toujours facile. Il y a des questions, il peut y avoir des secondaires, il peut y avoir des traitements, des diminutions de doses, on doit être opéré, on ne sait pas si on arrête. Il a été très très bien montré que la présence d'une infirmière de coordination améliore carrément la réponse au traitement tellement elle aide le patient à être accompagné, d'avoir ce support-là. Puis ce qu'on sait aussi, c'est que quand on a une maladie chronique, le médecin peut être content parce qu'on est, voilà, on est bien contrôlé, on n'a pas vraiment de risque en termes de survie, mais par contre, en tant que patient, on a encore plein de petits ennuis. On se sent fatigué, on a mal aux articulations, on voudrait faire du sport, c'est pas le top. Là, on fait aussi des grands progrès et on a développé ici, d'ailleurs on a inauguré officiellement lundi,
la clinique du suivi à long terme des patients en hématologie, et le docteur Wolfram vraiment a pour mission de trouver le parcours d'accompagnement des patients idéal pour répondre à ces questions-là. Comme sport, comment est-ce que je peux améliorer mon stress, mon bien-être, est-ce qu'on peut me donner des conseils pour ce que je peux manger, est-ce que on a un support psychologique, est-ce que je dors bien, enfin, toutes ces questions-là qui sont en fait très importantes, évidemment, surtout si on a une espérance de vie qui est la même que la population générale, ben on voudrait vivre et puis on voudrait vivre heureux aussi. Donc voilà, ça c'est le but de la clinique du suivi à long terme. Voilà, voilà. Alors, pour les traitements en rechute, on ne va pas le détailler, mais ce que vous devez savoir, c'est que toutes ces molécules dont on a parlé, elles peuvent aussi être utilisées en rechute. Et de nouveau, ça va être décidé au cas par cas. Ça dépendra de ce qu'on a utilisé en première ligne, du timing de la rechute. Est-ce qu'on a arrêté le médicament parce qu'on ne le tolérerait pas bien ou parce que la maladie a progressé? Donc, il y a évidemment plein de cas de figure et on ne va pas pouvoir les détailler. D'ailleurs, je suis absolument désolée, je voulais laisser la dia belge en anglais du coup. Désolée. Mais donc, on va de nouveau avoir toute cette discussion de savoir, tiens, en rechute, qu'est-ce que je peux faire? Mais vous devez savoir que toutes ces molécules sont utilisables en rechute, fonctionnent très bien en rechute aussi. Certaines d'entre elles peuvent être utilisées même 2 fois de suite, à 2 moments différents, et ça fonctionne très bien. Donc voilà, plein de possibilités pour la rechute. Et puis plein de molécules, de nouvelles molécules qui vont encore arriver, où il y aura encore moins d'effets secondaires, on espère. Et donc voilà, un très bel avenir pour les traitements et du coup pour les patients qui en ont besoin. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je remercie le Fonds Ariane, évidemment, pour l'organisation de ces journées. Je remercie nos secrétaires, elles ne sont pas là, mais en fait, sans elles, on ne sait pas organiser ce genre de journée. J'espère qu'elles entendront l'enregistrement. Je remercie aussi tous les accompagnants qui sont là, parce que c'est très important d'avoir des accompagnants. Et voilà, et toute l'équipe, les infirmières, les assistants, voilà, les collaborateurs. Merci à tous. J'espère que vous en connaissez un peu plus sur votre maladie. Merci beaucoup Virginie, je crois que c'était vraiment très, très cool. Répéter certaines choses 2 fois, ça fait toujours du bien. Donc voilà, on est là maintenant pendant 1 heure pour répondre à vos questions et puis je passerai la parole à notre président pour conclure, mais le débat est ouvert. Je vais répéter votre question, mais c'est pour l'enregistrement, parce que pour les gens qui vont regarder à distance, ils ne vont pas entendre sinon, et puis je vais laisser le cerveau répondre. Donc la question de monsieur, si j'ai bien compris, c'est d'essayer de faire la part de choses quand on a une infection. Est-ce que c'est une infection, on va dire, normale pour l'âge, ou est-ce que c'est vraiment dû à la maladie ou au traitement qu'on est en train de prendre, et comment est-ce qu'on sait faire cette différence, et qu'est-ce qui doit voilà, ce qu'on a fait, qu'est-ce qui doit nous alarmer, qu'est-ce qui doit vous alarmer, j'imagine. Il y a 2 parties à votre question. D'abord, c'est quand on doit s'inquiéter quand on a une infection et qu'on a une leucémie lymphoïde chronique. Donc, par rapport à un patient tout venant, patient lambda, le patient qui a une leucémie lymphoïde chronique, même sans traitement, n'a pas des polynucléaires ou des lymphocytes B ou des lymphocytes T qui fonctionnent normalement. Et donc, j'imagine que vous êtes tous vaccinés pour la pneumonie, si c'est possible pour le zona, pour
pour la grippe, c'est vrai qu'on vaccine tant qu'on peut les patients qui ont une leucémie, mais malgré tout, on peut faire. Alors, quand est-ce que vous devez soit appeler l'infirmière coordinatrice, soit nous appeler, soit de venir aux urgences? C'est quand la température dépasse 38,5 pendant plus d'une heure, surtout quand on a des frissons. Les frissons, c'est un signe de gravité, parce que ça veut pouvoir dire que les bactéries passent dans le sang ou qu'on est extrêmement fatigué. Donc ça, c'est un critère de gravité. Alors, bon, si vous avez un événement comme une gastro-entérite ou de la diarrhée, comme ça peut être possible aussi, c'est la durée qui va vous inquiéter, hein. Ça peut être normal d'avoir une intoxication alimentaire pendant 24 heures, mais si à 48 heures, la diarrhée persiste, il faut s'inquiéter. Chez un patient qui a une leucémie lymphoïde chronique, on doit toujours penser qu'il y a peut-être une bactérie, un virus, un champignon qui est derrière si ça dure plus que 48 heures. Par contre, la fièvre, ça, c'est un signe d'alarme. Les frissons, c'est un signe d'alarme. Là, il faut effectivement nous contacter tout de suite. Alors, pour des petites infections comme une angine qui va peut-être passer juste avec un pastille pour la gorge et un dafalgan, ça n'entre pas en ligne de compte. Quand moi je dis qu'il faut 2 infections sur un mois, ça c'est effectivement un signe qu'il y a un déficit immunitaire sous-jacent. Mais une fois que vous êtes avec une leucémie lymphoïde chronique, je ne sais pas si ça répond à votre question. Je vais essayer de répondre à votre question autrement, avec une autre solution, on va dire. Donc, je répète la question de nouveau pour l'enregistrement. Donc, c'est vraiment précisément à quel moment je devrais venir à l'hôpital. Donc, si vraiment vous vous sentez vraiment... Donc, on a parlé des frissons, Madame Brun a bien expliqué, les frissons, vraiment, je tremble comme ça, ou plus que 38,5, il n'y a pas de question, vous devez venir à l'hôpital. Parfois, on se sent très affaibli, vraiment, je ne sais plus me lever, mais ce n'est pas si clair. Bon, si vous avez un tensiomètre à la maison, si votre tension est normale, c'est déjà bon signe. Si votre tension est anormalement basse, c'est pas du tout bon signe, ça il faut venir. Et surtout, si vous avez des questions pendant la journée, on a des infirmières de coordination et on a des rendez-vous téléphoniques. Parce qu'il y a un avantage du Covid, il y a eu plein de choses pénibles pour le Covid, mais depuis le Covid, la plupart des médecins, enfin tous les médecins ont des rendez-vous téléphoniques. Donc si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous n'avez pas tout à fait le courage de venir ou que ce n'est pas clair pour vous, vous pouvez demander un rendez-vous téléphonique. Ça ne va pas faire une consultation, ça ne va pas remplacer une consultation parce que par téléphone, on ne sait pas vous examiner, etc. Mais on peut vous poser 2-3 questions pour nous prendre la décision de, bon, là, vous devez venir ou là, vous pouvez attendre encore. Donc, si vraiment c'est pas clair pour vous, il vaut mieux passer un petit coup de fil et qu'on essaye de vous aider par ce biais-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Alors, on a plusieurs vaccins à préconiser. Ceux qui sont le plus évidents, c'est le pneumocoque, la grippe annuelle. On peut vous proposer un vaccin pour le zona maintenant, mais tout le monde ne sera pas dans les critères de remboursement. Il est assez cher. Mais par contre, le zona, c'est assez fréquent. C'est comme un tiers des personnes de plus que 65 ans qui vont faire un zona et c'est pénible. Pour le Covid, c'est plus compliqué maintenant parce que c'était très simple avant. Et puis maintenant, mais bon, on va quand même conseiller un vaccin pour le Covid. Mais le problème des vaccins pour le Covid, c'est que la durée d'action du vaccin est très, très courte. Donc, on est un peu déçu Et alors, il y a la possibilité d'avoir un vaccin pour l'hémophilus influenza aussi, qui est
une bactérie qui peut se manifester dans les poumons, qu'on donne habituellement aux enfants, mais pour l'instant, ce n'est pas facile d'avoir accès non plus. Et donc, ce qu'on va vous proposer à coup sûr, c'est le pneumocoque, la grippe, le Covid, et on va discuter du zona. Le zona, c'est environ, si on n'a pas d'assurance et qu'on n'est pas dans les critères de remboursement, les critères de remboursement, il faut avoir un traitement prévu dans les 5 ans. Et c'est 160 €, 162 par dose, et il faut 2 doses. Donc, c'est quand même une vraie somme. Ça se discute. Pour la vaccination, je pense que vous êtes dans les critères. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la vaccination, c'est devenu une science à part entière. Donc, nous, ce qu'on a développé aussi, c'est une consultation spéciale des infectiologues pour les patients qui sont immunodéprimés ou qui vont avoir un traitement. Et donc, ils ont vraiment toutes les compétences de regarder à quelle date exactement vous avez eu votre dernier vaccin, votre dernier zona. Si vous avez eu un zona dans l'année, par exemple, le vaccin, c'est pas utile. Mais par contre, si vous avez eu le zona il y a 5 ans, ça se discute que donc, de nouveau, c'est assez précis et c'est vraiment très individualisé. Donc, il faut vraiment regarder vos réponses vaccinales. Et moi, je vous invite à demander une consultation de vaccinologie. On a vraiment on a des infectiologues qui font que ça. Mhm. Alors, le zona, c'est pas saisonnier. Le zona, c'est en fait un microbe un virus qu'on a en soi et qui peut être réactivé. Donc, c'est pas comme la grippe où je vous aurais dit, la grippe, c'est quand même bien fin octobre, début novembre de se vacciner. Le zona, c'est une discussion que vous pouvez avoir avec le docteur Melman ou vous inscrire à une consultation en novembre, il n'y a pas de problème. Moi, je conseille de faire comme ça, de nouveau, parce que nous, on connaît en gros. Alors, si vous n'avez jamais été vacciné, jamais eu de zona, c'est très simple. On va vous proposer de vous dire le prix. Si vous avez déjà eu un zona, ça dépend de votre réponse, du timing, etc., du prix que ça va vous coûter, si vous êtes sous traitement, pas sous traitement. Donc là, on a un peu plus de discussion. Oui. Ah oui, parce que en fait, oui, j'ai oublié, c'est un nouveau vaccin. Il est disponible seulement depuis novembre 2023. Oui, à minimum 2 mois et maximum 6 mois d'intervalle, 2 doses. Mais c'est vrai que c'est un vaccin tout nouveau, hein. On fait des progrès dans tous les domaines, les vaccins aussi. Monsieur là, oh, je vous ai vu aussi. Je vois que donc, je vais répéter la question de nouveau. Donc, il y a 2 questions. La première question, c'est les formes familiales de LLC et de maladies hématologiques en général. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Et puis, le rôle de la prévention, enfin, ou du traitement préventif.
par la vitamine D dans la LLC et dans d'autres maladies hématologiques d'ailleurs aussi. Et je vais laisser le professeur Bon répondre. Je profite parce que j'ai 45 ans de bouteille et ça donne des avantages. Mais donc, la leucémie lymphoïde chronique n'est pas considérée comme une maladie héréditaire. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que dans ma carrière, j'ai effectivement vu 3 ou 4 familles et 3 sur 4, la maman ou le papa, ici c'est un grand-père, avait une maladie de Hodgkin. Donc, c'est pas beaucoup, mais pour dire qu'il y ait une relation et surtout que ce sont 2 maladies rares. La maladie de Hodgkin est une maladie rare, donc on peut même pas dire cancer du sein et lymphome, on en a énormément, mais le cancer du sein est tellement fréquent que ça devient même pas une, un accident et donc, il est possible qu'il y ait une prédisposition familiale de déficit immunitaire qui fait que vos petits soldats n'ont pas détecté l'anomalie et donc c'est possible qu'il y ait quelque chose dans cette famille-là. J'ai vu la 4e famille que j'ai vue, c'était une famille qui était effectivement décimée par des maladies auto-immunitaires, maladies de Sjögren, des arthrites rhumatoïdes et là-dedans, il y en avait un, mais tous avaient une maladie auto-immune et il y en a une qui a développé une leucémie lymphoïde chronique, donc de nouveau, on était dans l'immunité. Donc, il y a probablement quelque chose qui n'est pas dans l'hérédité du lymphome, mais qui est dans la faiblesse du système immunitaire qui n'a pas détecté la cellule qui arrivait. Alors, la vitamine D, je termine pour répondre à la 2e question, parce que ça, c'est... Moi, je suis une grande défenseuse de la vitamine D. Tous mes patients sont sous vitamine D. C'est important pour les os, c'est important pour l'immunité. Ça a été démontré en période de Covid. Tous les gens qui avaient des bons dosages en vitamine D ont eu moins de complications pulmonaires. Alors, de là à dire que ça va retarder le cancer, non. Donc là, je pense qu'on n'a pas de données. Je ne sais pas où vous avez lu, mais moi, en tout cas, je n'ai pas lu ça. Je ne sais pas si toi, je n'ai pas lu ça. Et je ne pense pas qu'on ait des données solides pour vitamine D et cancer. Mais en tout cas, il faut en prendre. Ça, je vous assure que ça peut faire que du bien si vous ne dépassez pas les doses, parce que la vitamine D fait partie des vitamines toxiques. Et donc, elle devient toxique pour le rein si on en prend trop. Moi non plus, j'ai pas vu En fait, surtout ce qu'on sait sur la vitamine D, c'est que c'est mieux quand on est bien dosé, mais on n'a pas réussi à démontrer que supplémenter en vitamine D avait vraiment un effet. Donc c'est un peu différent. Mais dans le doute, si on le prend à la bonne dose, c'est pas toxique et c'est bon. Au contraire, c'est bon pour plein de choses. Par rapport à l'hérédité, je voulais juste vous dire aussi qu'à l'Institut Bordet, on a aussi une consultation vraiment dédiée aux maladies héréditaires, cancéreuses héréditaires. Qui commence à se développer pour l'hématologie, mais c'est effectivement moins connu que dans d'autres maladies. Il y a des maladies où c'est très très connu, le cancer du sein, le cancer du côlon. C'est moins connu pour l'hématologie. On commence à avoir des données, mais c'est vraiment une minorité des patients. En général, on dit qu'il faut, pour avoir une consultation de génétique pour des maladies héréditaires du sang, au moins 2 personnes du premier degré touchées par une maladie du sang. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas votre cas. Et ce que vous devez surtout savoir, c'est qu'il n'y aura pas de conséquences. Parce que, par exemple, si on a une famille où on a des cancers du sein, on va faire des mammographies beaucoup plus tôt, etc. Année, par exemple. Tandis que si, pour les maladies du sang, ben, on ne va pas vous proposer une surveillance que vous ne feriez pas déjà. Parce que c'est très peu probable que ça se développe et qu'on n'a pas de test de dépistage efficient. La surveillance la plus grande qu'on pourrait faire, c'est une prise de sang par an, c'est tout. Donc voilà, il ne faut pas non plus négliger ce que ça fait de dire à quelqu'un qu'il a un risque de quelque chose qui est très faible. Je pense qu'on a aussi ce problème dans notre société de vouloir tout contrôler et parfois on devient super stressé alors qu'en fait il y a extrêmement peu de risques. La LLC, il y en a certains d'entre vous dans la salle ici qui n'auront jamais de traitement. Donc, est-ce qu'il faut vraiment prévenir ces enfants d'un risque potentiel d'avoir une maladie qui potentiellement ne nécessitera jamais de traitement? Voilà, c'est un choix personnel, mais il faut bien avoir ces idées-là dans la tête, je pense. Si vous pouvez nous l'envoyer avec grand plaisir pour la lire, parce que peut-être peut-être que moi, c'est possible qu'on soit passé à côté, en tout cas moi.
Bonne remarque. Je ne sais pas si vous savez répondre. Moi, pas vraiment. En tout cas, je trouve que la remarque est bonne. C'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'un médecin généraliste voit une lymphocytose, il demande ce qu'on appelle un typage lymphocytaire, ce qui n'existait pas il y a 10 ans. Et donc, nous, quand on voit 10 patients en consultation, on a 8 où on dit on ne fait rien. Alors qu'ils sont déjà envoyés par leur médecin traitant qui a fait un premier filtre pour la lymphocytose et on sait déjà que c'est une lymphocytose maligne, puisque sinon on ne les enverrait pas à l'Institut Bordeaux, ils arriveraient chez un hématologue général. Donc, probablement que vous avez raison, quand on dit un tiers, un tiers, un tiers, c'est un peu à la grosse louche pour dire qu'il y a 3 groupes de patients. Mais je suis sûre que le groupe qu'on ne traite pas augmente avec le fait qu'on détecte des maladies asymptomatiques. Et c'est vrai que quand votre médecin généraliste vous dit que vous devez aller aborder parce que vous avez trop de lymphocytes et que vous êtes en pré-leucémie parce que vous n'êtes même pas dans les critères, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est stressant, mais c'est devenu comme ça pour toute la médecine, hein, parce que hein, aujourd'hui tout le monde est confronté à la réalité beaucoup plus qu'avant. Avant, on avait une médecine beaucoup plus paternaliste. On disait tout va bien, vous inquiétez pas, et on donnait aucune explication. C'est vrai que ça a changé, donc les gens sont plus angoissés. La chemise orange qui lève la main depuis fort longtemps. Alors, je vais essayer de répéter cette anecdote et cette question. Donc, monsieur a été traité pour une leucémie et lymphoïde chronique en Espagne il y a plus de 15 ans et a été ensuite suivi à Namur. Il semblerait qu'on ne détecte plus la maladie et c'est tout à fait possible. Donc, il y a un sous-groupe de patients qui, avec la chimiothérapie, peut être guéri, totalement guéri à long terme. Alors, ça pourrait donner envie de donner des leucémies à tout le monde, mais ce sous-groupe, c'est vraiment un sous-groupe bien précis, particulier de patients. Et donc, aujourd'hui, ça a été bien démontré dans des études qui comparent vraiment randomiser la chimiothérapie à des thérapies plus modernes, ciblées, que c'est quand même un meilleur choix pour la plupart des patients, en particulier au-dessus de 65 ans, de donner une thérapie ciblée. Mais c'est vrai qu'il existe un sous-groupe de patients qui peut avoir été tout à fait guéri par des chimiothérapies qu'on donnait plus fréquemment avant. Donc c'est, à mon avis, sans avoir regardé votre dossier, il faudrait voir ça dans le détail, c'est peut-être ce qui s'est passé pour vous. Il est possible que vous soyez guéri. Probablement, oui. Probablement qu'ils auraient vu que vous aviez trop de lymphocytes B parce que ça, c'est vraiment très facile à voir en fait. Dans une prise de sang très très banale, on peut voir qu'il y a trop de lymphocytes B. C'est pour, enfin, trop de lymphocytes en tout cas. Puis après, il faut faire un typage pour dire qu'ils sont B. Mais ça, c'est vraiment
dans une prise de sang tout à fait banale, on le voit. Donc, c'est pour ça que les médecins généralistes font beaucoup le diagnostic, en fait, parce que c'est facile de le voir. Dans le style anecdote, c'est une maladie qui est très sensible à la radiothérapie, mais comme c'est une maladie qui circule dans le sang, c'est impossible d'irradier le patient entièrement. Mais donc, j'ai un patient qui avait une leucémie sans traitement, mais qui avait quand même beaucoup trop de globules blancs. On regardait en se disant, on va bientôt devoir le traiter. Il a développé une tumeur de la parotide et on a irradié sa parotide. Et comme vous savez que le sang fait le tour du corps en quelques secondes et passe partout, eh bien, on a vu ces globules blancs diminuer pendant le traitement de radiothérapie localisée. Il n'était pas en rémission. Il a gardé une maladie résiduelle pendant 7 ans et puis la maladie a reprogressé. Mais donc, c'est vrai que si vous avez une radiothérapie pour la prostate et qu'il y avait quelque chose qui démarrait, il est décapité. Oui. Oui, excusez, nous, on essaye de voir tout le monde. Hein. Je vais répéter la question. Hein. Enfin, il y a deux questions. La première, c'est est-ce qu'on peut guérir de la leucémie lymphoïde chronique? Et la deuxième, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter de l'attraper? Donc, on peut guérir, oui, on peut théoriquement guérir, mais maintenant, savoir quel patient bénéficierait de ce traitement qu'on donnerait pour essayer de guérir, c'est pas si facile. Et par contre, on a des très très bonnes données pour dire que les traitements qu'on utilise aujourd'hui et qui n'ont pas pour objectif de guérir les patients, quand même, procurent une meilleure espérance de vie et une meilleure qualité de vie. Donc, on ne va pas vraiment choisir actuellement des traitements dont l'objectif est réellement d'éradiquer complètement la maladie. Ça paraît un peu paradoxal, mais c'est parce que les traitements qu'on pourrait utiliser pour vraiment éradiquer la maladie, eh bien, ceux-là, ils sont aussi beaucoup plus toxiques. Ils ont beaucoup plus d'effets secondaires et des effets secondaires aussi à long terme, des leucémies secondaires plus graves et des choses comme ça. Et donc, ce n'est pas ce qu'on va choisir comme traitement. Et donc, ça, c'est le cas pour plusieurs maladies. Alors, bien sûr qu'on continue d'étudier des combinaisons, et je l'ai montré à la fin de ma dia. Maintenant, on essaie de combiner tous ces médicaments entre eux, et on va essayer de les combiner pour quand même essayer d'éradiquer complètement la maladie. Mais à ce jour, en Belgique, et même n'importe où dans le monde, on ne va pas vous proposer des traitements qui visent à guérir de la maladie. En tout cas, pas en première intention. Alors, d'abord, je vais répondre à votre deuxième question auquel je n'avais pas encore répondu. Mais je ne pense pas qu'à ce jour, on puisse faire quelque chose pour éviter d'avoir une leucémie lymphoïde chronique parce que, comme l'a très bien expliqué le professeur Bon, il y a plusieurs événements qui se combinent pour que la maladie arrive. Et donc, il y a l'apparition d'anomalies génétiques dans les cellules, il y a le système immunitaire qui a quelques défaillances. Et donc, pour ça, on n'a à ce jour pas de traitement préventif pour éviter que ça se passe. Par contre, pour les témoins de Jéhovah, pour répondre à cette question-là, ça fait exactement partie de ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire de faire un choix de traitement qui est adapté à la personne. Donc, si vous êtes témoin de Jéhovah, on va essayer de choisir un traitement où on sait que le risque que vous ayez besoin de transfusion est très faible, et il y en a. D'ailleurs, dans la plupart des traitements, on n'a pas énormément besoin de transfusion, mais il y en a qui sont plus adéquats que d'autres. Donc, c'est typiquement une donnée dont on va tenir compte quand on discute avec vous des choix de traitement possibles. Madame, tout derrière. Alors, c'est évidemment une bonne question puisque
moins nombreux, mais il y a des patients très jeunes qui ont ce diagnostic et qui ont besoin d'un traitement finalement assez jeune. Alors, on ne peut pas promettre, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a tellement de médicaments en développement qu'on est plus confiant qu'avant de se dire qu'on va pouvoir passer de l'un à l'autre. Ce qu'on sait aussi, et on commence à avoir des données d'arrêt de traitement avec les nouvelles molécules. Et il y a des études un peu comme dans la LMC, la leucémie myéloïde chronique, où on a fait ce genre de découverte de thérapie très ciblée, mais il y a vous allez m'aider pour l'année, mais c'est bien, il y a 2000, voilà. Il y a 25 ans. En fait, on a après fait des études pour essayer d'arrêter temporairement les traitements quand c'est adéquat. Donc, quand la maladie est en bonne réponse, on arrête le traitement, puis on surveille et on le reprend quand c'est nécessaire. Et donc, les études qui sont en cours maintenant, elles visent notamment à faire comme ça, épargner du traitement. Donc, il est très probable que quand on a un diagnostic jeune, dans quelques années, on n'aura pas un traitement tout du long. On va de temps en temps l'arrêter, on va surveiller et on va adapter tout ça. Mais c'est encore un peu préliminaire, mais tout ça est plutôt encourageant. On sait par exemple que les patients qui sont sous ibrutinib, donc le tout premier médicament inhibiteur de BTK qu'on a eu sur le marché, les patients qui l'ont arrêté, pas parce que la maladie progressait, mais parce qu'ils ne toléraient pas bien le médicament, parce qu'on a dû aussi un peu apprendre à utiliser ces médicaments, donc il y a eu des effets secondaires cardiaques ou des saignements, eh bien la moyenne du temps qu'ils peuvent avoir sans traitement, donc pour que la maladie reprogresse alors qu'ils ont arrêté leur traitement, c'était de 25 mois. Donc c'était quand même beaucoup déjà. C'était déjà 2 ans sans traitement, sans avoir besoin de rien du tout. Donc on sait qu'on va pouvoir faire des arrêts de traitement parfois prolongés et simplement surveiller la réapparition des cellules anormales ou même de l'ADN circulant tumoral. Donc, on affine aussi les outils qu'on va pouvoir utiliser pour surveiller les malades. Donc, voilà, moi, je suis plutôt quelqu'un de confiant, mais je pense que oui. On va vivre très longtemps avec les leucémies lymphoïdes chroniques. Je répète ce que le docteur Marvout a dit, c'est que le profil génétique peut être différent aussi selon l'âge. Comme docteur Deville vous l'a bien expliqué, on cible aujourd'hui les traitements en fonction des mutations. Mais je voulais revenir sur la notion de rémission et de guérison, parce que c'est une notion qui, en cancérologie, bouge aussi pour le moment. Au début, on disait, vous n'avez pas de rechute à 5 ans, vous êtes guéri. Mais il y a beaucoup de maladies indolentes. Les cancers du sein, vous pouvez rechuter 25 ans après. Les lymphomes indolents, vous pouvez rechuter 8 ans après, à une période sans détection de la maladie, parce que la cellule se cache dans une niche où elle dort. Et il suffit qu'à l'occasion de quelque chose, un stress ou une infection, votre immunité diminue pour qu'elle puisse se réveiller très longtemps après. Et donc, on a effectivement un tout petit groupe de patients qui sont guéris à l'époque où on faisait chimiothérapie, immunothérapie et un troisième médicament, je sais qui était une chimiothérapie un peu immunomodulatrice. C'était 3 médicaments que vous avez eu à l'époque en Espagne. Vous ne vous rappelez pas? Oui, mais ah oui. Non, mais c'est vrai qu'avec ce traitement, ce triple traitement, nous aussi, on a quelques patients, on a 10 ans de recul, mais est-ce que 10 ans, aujourd'hui, c'est suffisant dans une leucémie lymphoïde chronique pour dire, donc on espère, et d'ailleurs avec les traitements combinés qu'on fait maintenant, où on décolle la cellule de sa niche, on l'oblige à mourir, on arrive à 8 ans de recul, et on a des patients qui n'ont jamais progressé. Donc c'est vrai que peut-être qu'avec ces nouveaux traitements, on pourra aussi parler de guérison, mais c'est très difficile dans une maladie aussi indolente de parler de guérison.
Oui, mais c'était un schéma qui ne donnait pas du tout de nausées, ce schéma à l'époque. Oui, on a aussi beaucoup à 3 droits. C'est vrai que c'est difficile. En tout cas, aujourd'hui, on a 8 ans de recul avec les nouvelles molécules. Donc, on doit prendre un peu de recul, mais c'est vrai que l'idée, c'est quand même de guérir les gens, essayer de les guérir. On va peut-être continuer, madame, oui. Ah, pardon, pardon. Vous étiez. Allez-y, allez-y, allez-y. Je- ben, vous avez des symptômes? On a découvert parce que vous aviez des symptômes ou juste une prise de sang? Parce que c'est ça. Ça, c'est toujours, ça peut être violent, hein, l'annonce d'une anomalie, parce que finalement, moi, j'ai parfois, c'est parfois une discussion presque philosophique qu'on a, parce que c'est quoi une maladie en fait? Si c'est une anomalie biologique qu'on ne ressent pas, est-ce que c'est déjà une maladie? Alors, ça a un très vilain nom, évidemment, hein, leucémie lymphoïde chronique. La première fois qu'on entend déjà leucémie, c'est déjà très inquiétant. Donc, c'est vraiment ce que monsieur évoquait. Est-ce qu'on fait tellement de prises de sang? Je pense vraiment qu'il y a 30 ans, une personne de 40 ans n'avait jamais eu de prise de sang. On ne faisait pas des prises de sang comme ça tout le temps. Donc, en fait, on détecte des choses très précocement. Et ça ne veut pas du tout dire que vous allez. C'est pas parce qu'on l'a détecté plus tôt que vous allez avoir un traitement plus vite. Peut-être que, en fait, votre traitement arrivera comme pour un autre à 76 ans. Donc, il faut vraiment, et là, c'est important, surtout pour quelqu'un de jeune, justement, parce que ces questions se posent, de faire des analyses un peu plus fines. Parce que là, justement, on va répondre vraiment à une question. Alors, on ne va pas pouvoir vous prévenir l'avenir, on en a parlé, mais on va quand même pouvoir un peu affiner. Si vous n'avez aucun facteur génétique de mauvais pronostic, mais non, que vous avez ce récepteur qui est muté, que vous avez plein de choses, on va déjà pouvoir se dire, OK, tranquille, vous allez pouvoir vivre tout à fait normalement. Donc, c'est vraiment... mais c'est l'annonce diagnostique, on a tout le temps ce problème parce qu'en plus, il y a de plus en plus de laboratoires qui notent le résultat. Donc on en a même, ils le découvrent tout seuls, hein, sur le réseau de santé, tout seuls à leur téléphone, dans leur lit. Et tout d'un coup, on a comme ça écrit. Donc c'est vraiment un monde de détection très précoce qui est en train de changer. Et il y a vraiment, et ça aussi, c'est à prendre en charge. C'est aussi pour ça qu'elle existe, la clinique du suivi à long terme, parce que la manière dont vous l'avez appris, peut-être que même ça nécessite qu'on vous aide, qu'on guérisse ce problème, parce que c'est vraiment traumatique en fait. C'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. On aurait pu vous expliquer ça. C'est pas une bonne nouvelle, hein. Je ne vais pas faire semblant que c'est possible de faire tout avec des petits cœurs et des bisounours, mais quand même, en fait, si ça tombe, vous n'allez pas avoir de traitement avant 20 ans et c'est une découverte de hasard. Et donc, il y a vraiment lieu de calmement répondre à vos questions, refaire les analyses, essayer de vous donner un pronostic le plus précis possible pour savoir combien de fois vous allez être surveillé, parce que peut-être que vous allez devoir venir seulement une fois par an avec une prise de sang de contrôle et cependant des années. Donc, c'est vraiment très important d'être précis. Mais donc ça, de nouveau, on peut vraiment adresser ces questions. On peut, dans certains cas, transfuser des anticorps si vous manquez d'anticorps en plus des vaccins. Donc il y a vraiment une adaptation. Alors si vous avez, je ne sais pas quel âge a votre petit, mais les petits-enfants à l'école, alors là, malheureusement, c'est vraiment, on les adore, hein, mais ils nous ramènent pas mal de trucs. Et donc ça va aussi peut-être passer cette période-là, mais il faut vraiment regarder ça dans le détail.
Je vais essayer de répondre, mais en fait, vous avez évoqué plusieurs maladies différentes. Donc, il faut savoir que dans la classification de l'OMS, il y a 150 maladies différentes pour l'hématologie. Alors, elles ont des grandes catégories, évidemment, hein. Mais donc, vous avez évoqué 3 maladies différentes. La maladie de Waldenström, c'est une maladie. Les lymphomes, c'est une grande catégorie de maladies. Et dans les lymphomes, il y a les Hodgkiniens et les non-Hodgkiniens. Et puis la leucémie lymphoïde chronique, c'est une autre classe de maladie. Donc là, vous avez évoqué en fait 4 sortes de maladies. Donc on ne parle pas de leucémie lymphoïde chronique hodgkinienne ou non-hodgkinien. En fait, la leucémie lymphoïde chronique, c'est une maladie et ce n'est pas un lymphome. Et donc, voilà, c'est vraiment une autre catégorie et tout ça est assez précis. Et d'ailleurs, et c'est compliqué, c'est absolument normal que vous ne connaissiez pas cette catégorie parce que nous-mêmes, au Congrès, chaque année, on nous reclassifie les maladies. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était assez facile. Il y avait juste le microscope. Puis après, il y a eu le microscope et l'immunophénotypage, donc les marqueurs à la surface de la cellule. Puis il y a eu le microscope, les marqueurs et puis l'intérieur de la cellule. Et on va aller encore plus loin parce que maintenant, on regarde le NGS, les mutations des gènes, mais après, on regarde tout ce qu'il y a autour des gènes, les micro-ARN. On n'a pas donné la parole à Basile Samatopoulos qui fait la recherche, mais voilà, il va très, 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 très loin dans la caractérisation des maladies. Et donc, c'est tout le temps reclassé. Et c'est évidemment hyper important d'être bien classé parce que c'est comme ça qu'on adapte les traitements de très, très finement. Votre deuxième question, tout d'un coup. Ah oui, la durée des infections. Alors, donc, effectivement, pour qu'on prenne en compte comme grave une maladie, enfin, une infection, et surtout dans la LLC, comme l'a dit le professeur Bon, parfois, ça va être en soi une indication de traitement. Mais pour ça, on ne doit pas se tromper parce qu'on a parlé aussi de ces médicaments, ils sont très chouettes, ils sont beaucoup mieux que les précédents, mais enfin, c'est quand même un médicament qu'on prend souvent au long cours et qui ont des effets secondaires. Donc, on ne va pas décider de commencer un traitement si on n'a pas l'impression, on n'a pas vraiment la conviction que ce médicament va faire mieux que pas de traitement. Et donc là, c'est très important de définir si les infections sont fréquentes. Donc, il y a la fréquence, il y a le fait d'avoir dû prendre des antibiotiques ou non, il y a le fait que ça survienne si toute la famille a été malade, que tout le monde a eu la grippe. Bon, est-ce que c'est particulièrement, et monsieur l'avait évoqué, particulièrement anormal d'avoir la grippe? Peut-être pas. Et puis, il y a la durée. Il y a une maladie qui va être trop longue, par exemple le Covid. C'était clairement un problème pour les patients avec des LLC parce que c'était des Covid qui duraient beaucoup trop longtemps. Les patients avaient du mal à se débarrasser. Donc, c'est vrai qu'on a des durées attendues pour et on ne va pas pouvoir parler de chaque infection, mais on va pouvoir se dire, OK, là, c'est une pneumonie qui traîne trop longtemps ou une cystite dont on ne se débarrasse pas. Donc, c'est vrai que la durée va aussi nous indiquer qu'il y a un vrai problème de défense immunitaire sous-jacent. Alors, il y a deux questions, hein. Donc, à partir de quand on prend un traitement ciblé, ça, c'est vraiment les critères de traitement que je vous ai montrés. Donc, on ne les a pas revus en détail, mais c'est vraiment très, très, très bien standardisé. Et pour répondre à la diététique, alors, ce qu'on sait, c'est que ce qui se passe dans nos intestins, et c'est d'ailleurs très à la mode, le microbiote, vous avez probablement entendu, même dans les journaux grand public, c'est très à la mode. Ce qu'on sait, c'est que ce qui se passe dans les intestins, ce qu'on mange, ça a une influence. Ce qu'on sait moins bien, c'est comment contrôler ça et jouer avec ça. Donc, c'est un peu compliqué de déjà vraiment donner des indications très, très claires. Il y a des choses où on sait qu'il ne faut pas être en carence. Il ne faut pas être en carence en vitamine D, il ne faut pas être en carence en acide folique, en vitamine D, enfin, et en zinc. Il y a des tas de carences pour lesquelles on peut faire un dosage et on va vous conseiller de prendre des suppléments s'il y a une carence. Puis après, il y a tout le pan de bien manger. Et donc, je pense qu'on est au début de cette ère-là d'essayer de contrôler les données alimentaires. Moi, j'ai tendance à conseiller le non-excès en rien. Je crois que c'est raisonnable. Manger zéro sucre, c'est pas raisonnable. Être diabétique parce qu'on mange que sucré, c'est pas raisonnable. Voilà. Mais c'est
aussi parce que l'état de la science est encore pas parfait à ce niveau-là. Il y a des gens qui se spécialisent vraiment dans la nutrition, mais il faut quand même en être conscient aussi, quand même pas mal de commerce autour des suppléments alimentaires, etc. C'est souvent une toxicité financière énorme. Des firmes qui gagnent de l'or en barre avec des trucs qui servent à rien, ou en tout cas qui n'ont pas démontré leur efficacité. Bon, je ne suis pas devin, il y a peut-être des choses qui vont sortir, mais on est aussi un peu fragilisé quand on est malade, on a envie de trouver 1000 solutions. Donc il faut aussi être méfiant, surtout si ça coûte très cher, et surtout si ça semble excessif. Voilà. Après, on a des médecins référents qui s'intéressent vraiment mieux à ces questions-là. C'est difficile pour nous de suivre tous les domaines en parallèle. Donc je ne suis pas une experte en nutrition oncologique, mais je pense que ce qu'on sait est encore assez restreint dans ce domaine-là. Peut-être Madame Bron connaît ça mieux que moi, je pense. Les cardiologues, et donc pour les cardiologues, c'est encore plus important de bien manger. Donc, c'est quoi bien manger? Quelqu'un a la réponse? Eh bien, pour les cardiologues, c'est manger en couleur. Et donc, vous devez avoir une assiette avec de la salade, des carottes, et surtout pas un steak mayonnaise sans rien autour. Et pourquoi en couleur? Parce que les aliments qui ont des couleurs sont pleins d'antioxydants, et que les antioxydants sont très bons pour les cardiologues, pour les maladies cardiovasculaires, pour protéger contre le cancer. Et donc, alors c'est sûr qu'on ne connaît pas encore tout dans l'alimentation, et j'ai plein de patients qui sont sportifs, qui ont une alimentation très saine et qui vont développer un cancer, que ce soit une leucémie ou même un cancer du sein. Donc, c'est certainement pas le facteur le plus important, mais le message, c'est de manger bien, parce que c'est de toute façon important pour d'autres choses. Ouais, en fait, ce qu'il y a surtout, c'est qu'il y a des moments pour les faire. Et donc, par exemple, si on a un anticorps qui élimine les lymphocytes B, après recevoir un anticorps comme ça, on va moins bien répondre au vaccin. Donc, on essaye de donner les vaccins avant certains traitements si c'est possible, ou à distance de certains traitements. Et donc, ça, il faut vraiment précisément regarder ça. Après, il n'y a pas de danger. Il y a juste, pour les patients qui ont reçu des greffes ou des traitements particuliers, où certains vaccins vivants sont dangereux, mais ça, je ne pense pas que ce soit votre cas, a priori, sauf si vous êtes allogreffé. Oui. Non, non, on n'est pas obligé, mais c'est vrai qu'on va surtout essayer d'être à distance des médicaments qui éliminent les lymphocytes B, puisque c'est les lymphocytes B qui créent les anticorps. Il y a quand même toute une partie de l'immunité vaccinale. Alors, c'est compliqué, les vaccins. Donc, on a à la fois des lymphocytes T qui vont induire de l'immunité et des lymphocytes B. C'est la combinaison des deux, surtout, qui est important. Et donc, voilà, il y a un moment, mais il n'y a pas de risque, en tout cas. Et on dit souvent que, bon, parfois, le seul risque, c'est que le vaccin ne fonctionne pas très bien, ou moins bien que chez quelqu'un qui n'aurait pas reçu de traitement. Mais ça va, dans le doute, on ne fait pas de mesures particulières pour évaluer l'efficacité de chaque vaccin. Encore madame? Alors, ça pourrait, mais c'est difficile de vous répondre comme ça sans voir le dossier, parce que la toux, il y a plein de raisons d'avoir de la toux. On peut avoir du reflux, on peut avoir des allergies, on peut avoir une infection, on peut avoir... Donc, c'est vrai, de nouveau, il faut bien balancer, être sûr que c'est pas une toux. On peut avoir des toux réflexes, donc la toux en soi,
comme ça, je serais prudente, mais en effet, si c'est des infections respiratoires répétées, ça peut être dû à la maladie, oui. Ah, encore un monsieur, oui. Allez-y, madame, vous n'avez pas encore posé de questions. C'est vrai que dans votre maladie, l'allogreffe, puisque ça sera une greffe à partir d'un donneur étranger, est une des dernières cartouches, mais c'est une cartouche qui guérit. Donc on ne va pas attendre que vous soyez au stade terminal de la maladie avec un virus incontrôlable ou des problèmes rénaux. Ça, c'est déjà une chose. Mais on va être à court de traitements qui peuvent vous apporter un bénéfice dans cette maladie. Dès qu'on on aura brûlé les autres cartouches, c'est vraiment la dernière cartouche qui peut encore guérir. Mais je vais peut-être encore juste donner la parole à monsieur, et puis on va laisser conclure notre président. Mhm. Alors, il y a plusieurs. Donc, je répète la question pour. Désolée, j'ai oublié de le faire un petit peu, mais donc monsieur demande si c'est très important de maintenir son poids, de ne pas en perdre ou d'avoir des variations de poids, si je résume. Hein, mais, donc, il y a deux aspects. On a parlé de la perte de poids comme un signe d'alerte. Donc, la perte de poids, on parle d'une perte de plus de 10% du poids involontaire. Donc, il faut quand même se rendre compte, c'est beaucoup. Hein. 10% du poids, c'est si on pèse 70 kilos, c'est avoir perdu 7 kilos. Donc, c'est pas une fluctuation d'un kilo ou deux parce qu'on est parti en vacances ou parce qu'on a fait du sport ou parce on a changé quelque chose. Donc, juste bien garder ça en tête. Et c'est normal, on peut fluctuer aussi. On peut avoir les fêtes de fin d'année, l'hiver, plus rien faire. On peut être un peu déprimé un moment. Enfin, voilà. Et alors, je crois que moi, j'ai pas de réponse par rapport au poids. Mais je voudrais juste revenir sur deux définitions de la santé parce que il y a surtout dans les maladies chroniques, parfois on touche un peu à la philosophie de la santé. Et donc, moi, il y a deux définitions que parfois j'utilise. Il y a une définition qui dit la santé, c'est le silence des organes. Donc, bon, après, évidemment, si on vieillit, et moi, je suis pas encore très vieille, mais je commence à comprendre ce qu'on veut dire par le silence des organes, parce qu'on a quand même vite, ah, finalement, ma cheville, finalement, mon truc. Donc, et l'autre santé, l'autre définition que j'aime bien, c'est de dire que la santé, elle n'appartient pas au médecin, elle appartient au ressenti du patient. Et donc, c'est un peu la même notion que celle de l'excès alimentaire, c'est-à-dire que, en fait, l'important, si on a une maladie dont l'espérance de vie s'approche maintenant de l'espérance de vie de n'importe qui, il faut se sentir bien surtout. Et donc, c'est important d'avoir le poids dans lequel on se sent bien. Et donc, ça, il n'y a pas vraiment de conseils à donner pour ça parce que ça va être très individuel.
Je ne pense pas que ça doive devenir une obsession. En tout cas, je n'ai pas cette impression. Mais je sens que le professeur Bron vous connaît très, très bien. Je ferai attention à ce que je dis. Donc, je crois qu'on va clôturer pour ne pas dépasser l'horaire qui avait été proposé. Et donc, je vais repasser la parole à Norbert Declercq, qui est notre président depuis beaucoup d'années. Ça ne nous rajeunit pas. Et il va nous expliquer comment le fonds Ariane fonctionne. Merci, Norbert. Merci, professeur. Bon, je vais être court parce que tout le monde aimerait certainement déjà partir. Mais je vais poser la question que vous avez tous en tête. Pourquoi le fonds Ariane? Ben, c'est simple. Ce que vous avez entendu ici, nous, on est à financer tout ça. Vos infirmières coordinatrices sont payées par le fonds Ariane chaque année. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi quand même chaque année de verser 80 000 €. Et je dis toujours, quand vous en avez besoin, il faut demander. Quand je les ai, je les donne. Quand je ne les ai pas, vous devriez faire avec ce que j'ai. Parce que c'est ça le fonds Ariane, qui est basé sur la dernière volonté d'une jeune femme de 22 ans, que vous avez probablement déjà lu dans les choses. Et en 1992, j'ai fait connaître le fonds Ariane. Alors, la raison qu'une femme de 22 ans demande à sa fin, parce que le professeur Streikmans, qui était là aussi avec le professeur Dominique Brault, de dire à une jeune femme de 22 ans, je sais, il y a plus que 40 ans, on s'excuse, mais on n'a rien. On ne peut pas vous traiter, on n'a pas de traitement. Alors elle a demandé, faites quelque chose. Et je trouve, c'est ça le devoir et la raison de l'existence du fonds Ariane. On fait quelque chose. On essaye, je sais, toujours demander des sous. Et j'ai dit aussi, quand j'ai vu les milliardaires qui étaient dans la soucoupe, dans l'espace, j'ai dit, pourquoi tu n'as pas 10% au fonds Ariane? C'était quand même beaucoup plus facile que nous. Comme dimanche passé, j'ai fait un stand avec mon fonds Ariane, avec mon petit stylo et ma petite bougie à 1 €. Et j'étais là toute la journée pour 34 €. Alors néanmoins, on réussit. Et ce que je dis toujours du fonds Ariane, je sais que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent aussi, oui, mais 10 millions par là, 17 millions par là, qu'est-ce qu'ils font avec tout cet argent-là? Ben, je dis, écoute, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que la donation que tu fais au fonds Ariane va à 100% à la recherche ici à Bordeaux. Et ça, je vous assure, mes témoins sont là. J'arrive, je suis commencé avec le fonds Ariane en Flandre en 1992 et je peux vous garantir, quand je vais dire à la côte belge, il faut soutenir le fonds Ariane, ah ouais, c'est magnifique, Norbert. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben bon, pour l'Institut Bordeaux à Bruxelles, et néanmoins, ils ont pris le fonds Ariane dans leur cœur. Et j'ai réussi depuis 1992 à verser 1 300 000 € ici à Bordeaux. Avec des bougies d'1 €, avec un petit stylo de 2 € et de temps en temps quelqu'un qui faisait une petite action. Et quand on me dit qu'est-ce qu'on peut faire, ben pour moi c'est simple comme bonjour. Vous êtes membre du club de tennis, chaque année tu fais un barbecue, tu dis cette année, avant c'était 15 €, cette année c'est 20 €, parce qu'il y a 5 € pour le fonds Ariane. Si vous êtes dans un autre club, vous faites le souper annuel, tu dis bon, cette année c'est 20 €, ben, maintenant c'est 25 €, il y a 5 € pour le fonds Ariane. C'est pas de travail, c'est pas de boulot, et il y a des sous qui rentrent chez moi. Parce que toutes les donations, je vous dis encore, même
il y a des gens qui versent 5 euros. Il y a un collègue à moi qui m'a dit, il dit, Bébert, je verse tous les mois 5 euros à une très grande organisation, un des plus grands qu'on a. Qu'est-ce qu'ils font avec mes 5 euros? Ben, j'ai dit, il achète un timbre de poste pour coller sur ton enveloppe pour vous dire que vous êtes merci. Ben, j'ai dit, quand vous versez vos 5 euros chez moi, ça fait 120 euros par année. Je le verse sur le compte de la Fondation Roi Baudouin pour Ariane. Je retire de vos contributions et ils vont à 100% à la recherche contre la leucémie et les cancers du sang. Et depuis plus que 10 ans, ils versent ces 5 euros par mois. Et on ne demande pas plus. Je ne demande pas, il faut quand même verser 5 millions et il faut verser 1000 euros. Non. Il y a des gens qui versent tous les mois 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, 40 euros. À la fin, quand on calcule, c'est gai. Et depuis mes 30 ans, j'ai toujours dit aux gens, si vous versez, il faut toujours être content qu'il ne faut pas profiter de ce que vous avez donné. Malheureusement, l'année passée, j'ai dû profiter moi-même. Parce qu'on a constaté un non-Hodgkin chez moi en une fois. Même après 30 ans qu'on bosse et qu'on fait pour les cancers du sang, le cancer du sang, j'ai dit, Monsieur le Président, on vient chez toi. Mais je dis, je m'excuse parce que j'ai une équipe à Bruxelles, tu ne gagneras pas. Et en effet, je n'ai pas su être là le 6 ni le 13 parce que le 13 j'étais sous le PET scan. Et avant-hier, le docteur a dit, ton Hodgkin est parti. Tranquille. Alors, pour ça, il faut tenir et soutenir le Fonds Ariane. Parce que tout ce qui rentre chez nous, pas contre la maladie. On ne fait pas des voyages. Je ne fais pas des grandes publicités sur la télévision. Là, et dans le cancer, il faut percer. Alors, je me demande combien ça coûte pour avoir un film comme ça, juste derrière le journal. Si j'aurais ça, j'aurais dû dire, professeur, ne tracasse pas, les 100 000, ils sont là. Hop, donnez. Mais je suis content que j'arrive quand même, comme cette année, là aussi, verser déjà 80 000 francs. Et je peux dire, il y en a quand même déjà 35 qui sont prêtes et qui sont prêtes à donner, si on demande. Si on ne demande pas, je sais que le temps du professeur Blanc, je vais dire, tu n'as pas besoin d'argent. Elle dit, ah oui, oui, c'est juste. Ah ben, oui, je vais verser même 80 000. Si tu as besoin de plus, tu demandes. Si je les ai, je les donne. Si je ne les ai pas. Ça, c'est pour moi le Fonds Ariane. Et le fait que, on sait toujours, quand on commence à parler avec ma mère, il ne faut jamais parler du Fonds Ariane. Autrement, tu es foutu pour toute la journée. Et je le sais, ce n'est plus une ASBL pour moi, c'est devenu une obsession. Pour y arriver, pour avoir toujours plus, pour pouvoir donner toujours plus. Mais je ne peux que donner plus quand je ne peux pas compter sur vous autres. Et je compte sur vous autres. Et je vous remercie d'être là. Et j'espère que vous n'oublierez pas le Fonds Ariane. Merci beaucoup.